Bonjour à tous, merci de nous accueillir. L'année dernière, à peu près à la même époque, on était avec le même décor derrière nous. On était avec Gaspard, étudiant en sciences politiques à Aix-en-Provence. Et Gaspard nous avait présenté un petit peu les nouvelles musiques qu'on écoute en France, les nouvelles musiques françaises et francophones. Cette année, on a changé un petit peu le sujet. On va parler plus de peinture parce que Flavie, qui est à mes côtés, se spécialise dans la peinture. Donc, on a réfléchi à quelque chose d'intéressant pour vous. On va parler de peinture, on va regarder des différentes peintures. Flavie, je te laisse te présenter et puis c'est toi qui auras la parole par la suite. Bonjour à tous. Merci d'être là. Donc moi, je suis étudiante à l'École du Louvre en deuxième année de master. Donc voilà, je suis spécialisée en histoire de l'art et je suis ici à l'Alliance française de Banska Bystrica pour un stage de 3 mois, plutôt dans les projets culturels. Et donc, comme Thomas l'a dit, on va vous présenter une petite intervention sur l'Europe de l'enfance, l'enfance de l'Europe, à travers des représentations de l'enfant dans l'art de l'Antiquité au XIXe siècle. On va effectivement surtout s'appuyer sur des peintures, tout en essayant quelquefois quand même de varier un petit peu les supports. Ouais, en fait, Flavie, t'es pas allé jusqu'à aujourd'hui. C'est aussi pour des questions de droit, en fait, Oui, hein, c'est c'est ça? ça, c'est ça. Je ne suis pas allée jusqu'à la période contemporaine parce qu'on pouvait avoir des soucis de droit à l'image. Mais bon, de l'Antiquité au XIXe siècle, ça nous fait déjà un bon morceau à couvrir. Donc, on peut commencer tout de suite. Au programme, tout d'abord, rapidement, en introduction, on va parler un petit peu de l'enfant dans l'Antiquité, puis du Moyen Âge et du début de la Renaissance. Et on va se demander, mais pourquoi est-ce que Jésus était si laid sur toutes ces peintures de Vierge à l'enfant. Ensuite, pour les temps modernes, on parlera d'enfants qui deviennent beaucoup plus réels, beaucoup plus réalistes. Et au XIXe siècle, voilà, des enfants, à la fois du contraste entre les enfants impressionnistes et les enfants des révolutions dans les représentations. On peut commencer par ces deux sculptures de l'époque romaine. On va vous laisser un petit peu le temps de bien les regarder. Donc, on a d'un côté un bas-relief avec des enfants qui jouent. De l'autre côté, on a un peu plus triste un sarcophage d'enfants qui viennent tous les deux de deux grands musées. Et il faut savoir que les enfants n'étaient pas forcément très bien considérés dans l'Empire romain. Ils étaient traités comme étant inférieurs aux adultes. Donc, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas de droits légaux. C'est le pater familias, donc le père de famille, qui avait tous les droits sur eux, même de vie ou de mort, tout comme sur les esclaves, par exemple. Ils étaient définis par la négative, puisque enfant vient de infans en latin, qui signifie celui qui ne parle pas. Donc c'est une période, l'enfance, qui est considérée comme pas très importante, c'est plus la jeunesse, la puberté qui sont importantes à cette époque. En tout cas officiellement, puisque tout de même, c'est donc ce décor d'enfants qui jouent, par exemple, ou encore ce sarcophage d'enfants, montre que les parents étaient tout de même attachés à leur enfant, ils leur accordaient de l'importance. Et bien, on a trouvé par exemple des inscriptions sur des sarcophages d'enfants morts qui montrent toute leur tristesse. Donc voilà, vraiment au niveau de la société, l'enfant n'était pas très important, mais au niveau de la famille, bien sûr que si. Et ensuite, c'est le christianisme qui commence de plus en plus à s'imposer, qui donne de l'importance vraiment aux enfants dans la société, puisque le christianisme considère que tous les humains sont égaux devant Dieu et que les enfants peuvent être sauvés, aller au paradis s'ils ont été baptisés. Donc ça leur donne un statut meilleur que dans l'Antiquité païenne, on va dire. Et la représentation des enfants évolue évidemment au fur et à mesure que leur statut change, comme ceci. Donc là, on passe plutôt au Moyen Âge, début milieu de la Renaissance, on va dire, avec ces deux vierges à l'enfant. Alors, on vous laisse Ouais. encore un petit peu le temps, mais c'est vrai qu'on peut voir tout de suite, Flavie, que surtout c'est la représentation à droite, c'est très étonnant, on dirait un petit monstre, non? Oui, oui, oui. Là,
L'enfant Jésus, c'est vrai, ressemble presque à un monstre, mais il ne faut pas oublier que ce n'est pas un humain, en fait. Il ressemble à un enfant, mais il n'est pas humain, c'est le Fils de Dieu d'après les chrétiens. Et effectivement, le point commun entre ces deux représentations qui ont quand même presque 2 siècles d'écart, et comme vous voyez, l'une est italienne, peinte par Bernaba da Modena, l'autre est plutôt flamande, voilà, peinte par Vermeyen. Le point commun, c'est que l'enfant Jésus est, je pense qu'on peut le dire, est franchement assez laid. Euh, voilà, il ne ressemble pas à un vrai bébé, il a l'air soit d'un homme âgé miniature, comme ça, il est déjà chauve, ou alors il est beaucoup trop musclé. Je pense qu'il n'y a aucun bébé qui a des abdominaux pareils, à faire pâlir d'envie les sportifs. Le lieu commun, la conclusion qu'on tire souvent un peu rapidement, c'est que les peintres ne savaient pas peindre les bébés. Bon, il y a sans doute une part de vérité là-dedans parce qu'effectivement, il manquait peut-être d'entraînement dans le fait de peindre des vrais enfants, d'avoir des modèles comme ça. Donc, il manquait d'aisance, mais c'est sans doute pas la seule raison, ni la raison principale. C'était sans doute voulu, en fait, cette représentation de l'enfant Jésus. Parce que, par exemple, si on passe à 2 autres représentations, ici, vous pouvez voir que c'est encore une fois une représentation plutôt du Nord et une plutôt italienne. La Vierge Marie est beaucoup plus naturaliste que son enfant, et sur la peinture de Filippo Lippi, le paysage derrière est quand même tout à fait réaliste. Il n'est pas réel, mais bon, on y croit. Alors, c'est vrai qu'à gauche, on a presque l'impression que c'est un collage ou que c'est une mauvaise manipulation sur Facebook. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. L'enfant Jésus détonne toujours complètement. Alors, il peut y avoir 2 raisons à cela. La première, c'est qu'on veut indiquer que le Fils de Dieu est un sage précoce, donc en latin un puer senex, donc un enfant qui est déjà sage, qui est déjà vieux en fait, parce que ça montre qu'il possède déjà la sagesse de Dieu, qu'il est né avec, en fait, tout simplement, contrairement aux enfants normaux. La deuxième raison, c'est qu'on veut montrer que Jésus est déjà un homme, en fait. Même s'il a un corps d'enfant, il est né avec toutes les facultés d'un homme adulte. Donc, en fait, ces deux raisons, ça montre que représenter Jésus ainsi, c'est insister sur son caractère surnaturel et le différencier des autres enfants normaux. Et finalement, bon, à partir de la fin de la Renaissance, voilà, surtout de Raphaël, les représentations évoluent. Jésus commence à ressembler de plus en plus à un enfant. Donc, vous voyez ici sur les deux tableaux que ses joues s'arrondissent comme les joues d'un vrai bébé. Il devient un petit peu potelé. Donc, encore une fois, comme un enfant véritable, même si sur le tableau de Raphaël, bien sûr, il y a son auréole qui nous rappelle que c'est bien Jésus, le Fils de Dieu. Mais par contre, bon, plus tardif, mais sur l'autre tableau de Laurent de la Hire, ben voilà, si on n'avait pas de contexte, on pourrait presque penser que c'est une mère et son enfant tout à fait humain, tout à fait lambda. Ce qui peut expliquer cette évolution, c'est que on a eu le début des portraits d'enfants, surtout des portraits de familles royales et de familles nobles, ce qui peut expliquer cette évolution, puisque les peintres sont quand même plus habitués à représenter des enfants. Et donc voilà pour la fin des bébés laids, on va dire. Alors là, j'ai l'impression qu'on a changé d'époque là. Oui, c'est vrai qu'on a changé d'époque. Là, on est plutôt dans les temps modernes. C'est la fin de la Renaissance. Alors, c'est encore pas très fréquent en fait de représenter un enfant seul. Ici, bon, il s'agit d'enfants exceptionnels, puisque on a Louis XIV d'un côté qui est en costume de sacre, qui est tout jeune, mais qui porte déjà, vous voyez, cette cape avec des fleurs de lys, c'est déjà un portrait officiel. De l'autre côté, un petit prince espagnol, le prince Balthazar Carlos à cheval.
Donc, c'est assez exceptionnel. C'est parce que ces enfants sont nés dans des grandes familles royales et princières qu'ils sont représentés seuls. Euh, mais parce que le plus souvent, les enfants sont en fait intégrés à des portraits de famille, tout simplement. Mais alors, je ne sais pas si toi, ça te frappe, mais ces enfants sont quand même représentés comme des petits adultes. Voilà, ils ne portent pas du tout des vêtements qui sont adaptés à jouer, qui sont adaptés à, je ne sais pas, se rouler dans la terre. Enfin, vraiment, ils sont en costume de sacre et j'ai l'impression que c'est presque une armure qui porte à cheval le petit prince Balthazar Carlos. Donc, ils ont l'air tout rigides, tout engoncés dans ces habits. Et donc voilà, c'est des choses que nous, on ne connaît pas de l'enfance. Et ce n'est pas parce qu'on n'aimait pas ces enfants à l'époque, ça aussi c'est un lieu commun donc il faut un petit peu arrêter de propager. Mais c'est vrai qu'il y avait quand même moins de place dans les sociétés de l'époque pour les sentiments, l'affection envers les enfants. Parce que ce qu'on attendait avant tout, c'est qu'ils prolongent la lignée familiale, puisque c'était un petit peu leur rôle. Mais en fait, peut-être qu'ils étaient habillés comme ça tous les jours, comme c'est des enfants Alors, oui, exceptionnels. c'est possible pour ces enfants exceptionnels, en effet. Alors, j'espère qu'ils avaient quand même des moments avec ils portaient des vêtements plus confortables. Et c'était quand même sans doute le cas des enfants des classes un petit peu inférieures. Bon, là, on est quand même sur une famille très riche, puisque donc c'est la famille Van Kampen, peinte par Frans Hals. Donc, c'était des gens évidemment très riches pour pouvoir se payer un portrait d'un aussi grand peintre. Mais bon, les enfants ont l'air quand même beaucoup plus à l'aise. Il y en a une petite fille qui est par terre au premier plan. Il y a des enfants qui jouent, qui semblent jouer derrière. Mais voilà, quand même. Alors, ce tableau, c'est un fragment. On en connaît d'autres petits morceaux avec d'autres personnages, ce qui a permis aux chercheurs de déterminer qu'il s'agissait d'un très grand tableau avec énormément de personnages. C'était vraiment la représentation de la famille Van Kampen au grand complet. Donc ça montre que l'importance en fait de cette lignée familiale, de cette généalogie, voilà, de continuer la famille, continuer à perpétuer la famille avant tout, même si ici, bon, c'est un tableau qui est beau aussi parce que voilà, on voit la famille en train de converser, en train de s'amuser et d'avoir une façon d'être qui nous parle beaucoup puisque c'est la façon qu'on a de vivre aujourd'hui. Voilà, ça les rapproche un petit peu de nous finalement, ils nous sont moins éloignés et froids. Bon, il faut quand même savoir qu'à cette époque, l'Église considère les enfants avec un petit peu de dédain, puisqu'ils pensent que l'enfance, c'est l'âge qui est déraisonnable. Certains textes comparent même les enfants à des animaux puisqu'ils ne savent pas parler et ont un comportement qui n'est pas raisonnable, tout simplement. Et il faut aussi savoir que la mortalité infantile à cette époque était très élevée. Voilà, au XVIIe et au XVIIIe siècle, il y a vraiment des grosses crises en fait, de mortalité infantile parce que les récoltes sont souvent mauvaises. Il y a aussi des maladies qui, au final, touchent toutes les classes sociales. Voilà, les enfants riches sont presque autant susceptibles de mourir que les enfants pauvres. Leur vie est vraiment fragile. Alors, Oui. d'accord, mais si je regarde la photo à droite, il y a pas mal de couleurs. On a l'impression aussi qu'elle fait des bulles, non? Des bulles de savon. Oui, c'est ça. En fait, c'est un tableau qui a l'air très innocent, puisque donc c'est Mademoiselle de la Tour, qui est la fille illégitime de Louis XIV et de Madame de Montespan, sa maîtresse. Donc voilà, c'est un tableau qui a l'air très innocent. C'est une petite fille qui fait des bulles, il y a un petit chien à côté. Mais en fait, c'est un tableau qui est tragique parce que justement, les bulles de savon, c'est quelque chose de très éphémère qui disparaît très vite. Et donc, c'est un symbole pour montrer que cette petite fille est en fait morte. C'est un tableau qui a été peint après sa mort, qui est survenu quand elle avait 6 ans d'une maladie. Ça montre, c'est un très beau tableau qui montre l'amour que ses parents lui portaient et tout le chagrin qu'ils ont eu quand elle est morte. Mais c'est quand même une manière de représenter la mort beaucoup plus douce que le tableau de gauche. Parce que, bon, alors, donc, cet enfant, c'est un portrait d'enfant mort, en fait. C'est assez un petit peu sordide. Mais en fait, c'est
tout de même intéressant parce que ça montre que c'était une telle hécatombe, il y avait tellement d'enfants qui mouraient qu'au final, ça devenait un sujet de peinture. L'enfant, voilà, à cette époque, en plus, l'enfant, il fallait qu'il soit baptisé directement après la naissance, parce qu'on avait justement très peur qu'il meure et qu'il ne soit pas baptisé. Et dans ce cas, il n'allait pas au paradis. Et voilà, par exemple, les enfants mort-nés ne pouvaient pas être baptisés, parce qu'ils étaient déjà morts, ni enterrés dans un cimetière catholique. Et à cette époque, c'était très grave comme situation. Mhm. Et donc, on vient de voir beaucoup d'enfants riches, mais en fait, c'est tout de même intéressant de voir que certains enfants pauvres avaient tout de même leur place dans les représentations. Donc là, on a deux tableaux des frères Le Nain qui ont beaucoup montré la vie paysanne, notamment de l'époque, du milieu du XVIIe siècle. À cette époque, alors, c'est des enfants qui sont toujours plutôt anonymes, comme on voit sur le tableau de gauche. Ils ne sont jamais nommés, mais ils sont tout de même représentés. Aussi parce que certaines scènes d'enfants pauvres peuvent rappeler l'enfant du Christ, dont le père était charpentier, et donc plutôt pauvre. Donc, c'est des scènes qui pouvaient avoir quand même une certaine signification religieuse. Bon, c'est pas des scènes qui sont totalement réalistes parce qu'on peut voir donc les enfants ont des vêtements épais, ils ont l'air toujours en bonne santé, toujours prêts à courir, à jouer. C'est la ville qui voit la campagne, donc c'est une vision un petit peu stéréotypée tout de même. Mais ce sont des représentations qui existent et donc il faut le noter. Ensuite, au XVIIIe siècle, l'éducation, l'enfant prennent vraiment un nouveau rôle dans la société européenne, avec notamment vraiment la pédagogie qui devient très importante. Donc, vous voyez la première édition de l'ouvrage de Jean-Jacques Rousseau, Émile ou de l'éducation, qui en fait est un livre que tout le monde connaît en France parce qu'il est très célèbre, on nous en parle tout le temps à l'école. C'est un livre qui raconte l'éducation idéale que reçoit un enfant, Émile. Et cette éducation devient un sujet pour les artistes. Par exemple, ici, on a Jean-Baptiste Siméon Chardin, une gravure d'après un de ses tableaux qui représente une maîtresse d'école en train d'enseigner. Donc, ça montre vraiment toute l'importance que prend l'éducation à cette époque. Bon, et là, voilà, j'ai mis ces œuvres un peu pour le plaisir parce que je les trouve très belles. On voit, au XVIIIe siècle, on voit aussi des enfants qui jouent. Ils apprennent, mais ils jouent aussi avec cet enfant tout à droite qui est en train d'essayer de faire... non, tout à gauche, pardon. Désolé. Tout à gauche qui est en train de faire un château de cartes. Au milieu, on a une très belle sculpture de Jean-Baptiste Pigalle qui a sculpté beaucoup d'enfants comme ça, qui sont très réalistes, très beaux. Qui a une cage dans laquelle il y a sans doute un oiseau peut-être, ou je ne sais pas, il a attrapé un rongeur ou un insecte. Et enfin, on a Jean-Baptiste Greuze qui montre un enfant qui a trouvé un oiseau mort et qui lui donne vraiment, enfin, il représente extrêmement bien ce sentiment de dégoût, ce sentiment d'horreur, de tristesse, à tel point qu'on l'appelait le peintre de l'enfance. Donc voilà, c'est des enfants qui deviennent... On sent que les peintres commencent à représenter des enfants qui sont réels, qui ont eu des modèles qui sont de plus en plus réalistes à cette époque. Enfin, au XIXe siècle, il y a vraiment un contraste qui existe entre les enfants peints par les impressionnistes, par exemple, et les enfants peints dans des contextes un peu plus politiques, on va dire. Donc ici, on a des tableaux de deux peintres femmes impressionnistes, donc Berthe Morisot et Marie Cassatt. Berthe Morisot, c'est une peintre qui avait beaucoup l'habitude de représenter les enfants de ses amis impressionnistes, dans sa famille, etc., comme beaucoup d'autres peintres impressionnistes. Et vraiment, on voit une enfance, des enfants qui sont vraiment choyés, qui sont vraiment protégés, qui sont aimés, qui sont souvent, voilà, comme ces deux petites filles en train de jouer dans une vasque d'eau. Alors, on a Marie Cassatt qui représente cette petite fille dans un fauteuil avec son petit chien, dans un intérieur qui a l'air quand même assez coquet, assez riche.
sont en fait deux moments de détente. Oui, c'est ça, vraiment des moments de détente, de jeu. Les impressionnistes, c'est plutôt ça qui représente. On a peu d'enfants qui sont à l'école ou qui jouent. Enfin, non, justement, ils jouent souvent. C'est des enfants qui ont l'air très heureux. Mais bon, bah, c'est pas. En fait, au final, cette vie, c'est pas la vie de la plupart des enfants au 19e siècle. Euh, il y a la révolution industrielle qui est passée par là. Autrefois, les enfants travaillaient dans les champs avec leurs parents l'été et les mois plus froids étaient consacrés à l'école parce que le travail au champ n'était pas possible. Donc il y a vraiment un changement d'organisation familiale avec la révolution industrielle puisque les enfants commencent à travailler toute l'année à l'usine par exemple, euh, enfin voilà, dans des travaux qui sont en plus très difficiles. On voit ici à gauche un tableau anglais qui montre un petit balayeur voilà, qui rencontre une femme riche. Donc ça montre vraiment ce contraste dans la société du 19e siècle. Parce que les enfants, en fait, sont loin de la maison pour travailler à l'usine ou à la mine, et donc ils ne sont pas protégés par leurs parents. C'est un moment aussi où l'illettrisme augmente beaucoup. Et donc, il y a beaucoup de pays européens qui rendent l'école obligatoire à la fin du 18e et au début du 19e siècle. Et c'est aussi un sujet pour les peintres, comme ici un peintre allemand qui représente des petits écoliers à l'école, avec l'école rendue obligatoire. Donc c'est des enfants de milieux pauvres qui montrent aussi les luttes sociales de l'époque, avec par exemple toutes les lois sur le travail des enfants qui sont votées au fur et à mesure. Par exemple, la première loi sur le travail de l'enfance en France, c'est en 1841. Les enfants de moins de 8 ans n'ont pas le droit de travailler et au-dessus de 12 ans, la journée de travail est limitée à 8 heures. Bon, ça a l'air d'être pas grand-chose, mais c'était déjà un Après, début. c'est aussi des choses qu'on retrouve dans certains livres, dans la Oui, littérature. oui c'est ça. Victor Hugo, par exemple, dans Les Misérables, Charles Dickens avec Oliver Twist, c'est vraiment un sujet pour tous les artistes, que ce soit des peintres ou des écrivains. Et enfin, on a les enfants qui sont montrés dans des révolutions politiques. Donc, par exemple, ici, avec La liberté guidant le peuple, célèbre tableau de Delacroix, on voit ce petit enfant à droite qui est représenté au même plan que la liberté, presque juste peut-être un pas derrière elle et encore quelques centimètres derrière. Donc, ça montre que l'enfant guide autant les troupes rassemblées derrière que la liberté. Donc, ces troupes qui sont composées de toutes les classes de la société qui ont été représentées par Delacroix, voilà, guidées par cet enfant dont on dit qu'il aurait pu inspirer le personnage de Gavroche dans Les Misérables de Victor Hugo. Bon, on n'en est pas sûr, mais tout de même, voilà, ça montre la place que pouvaient accorder les artistes aux enfants dans les représentations de la Révolution. D'accord, c'est peut-être le moment de conclure, oui, Flavie. Je pense On a bien voyagé dans le temps, là. Alors voilà, je vais conclure sur ces deux œuvres du début du XXe siècle. Donc on a une sculpture de Constantin Brancusi, donc sculpteur roumain, qui sculpte cette tête d'enfant dans son style assez minimaliste comme ça, mais tout de même avec beaucoup de douceur. Et de l'autre côté, on a Man Ray qui a photographié les enfants de son ami Jean-Charles Worth. Et donc voilà, c'est pour montrer que le traitement de l'enfance continue au XXe siècle, bien sûr, mais adapté à des moyens modernes qui sont plus utilisés, comme ici la sculpture de Brancusi avec son style très particulier, mais aussi la photographie qui est apparue au XIXe siècle, qui s'est développée. Et enfin, de nos jours, c'est l'art qui est fait par les enfants, qui est de plus en plus valorisé, parce qu'il y a par exemple eu par le passé des expositions de dessins faits par des enfants, donc qui du coup de sujet est devenu l'artiste. D'accord, voilà. Belle conclusion, Flavie. Merci à tous de nous avoir écoutés et j'ai envie de dire à l'année prochaine. Au revoir et merci. Au revoir et merci.